On rentre un peu dans l'inédit. Pour tenter une 6e victoire lundi, moi je vous retrouve aussi demain dans Question pour un super champion. Et bon week-end. À demain. C'était Question pour un champion avec K-Par-K. K-Par-K, spécialiste fenêtres, volets et portes. Je vais vous dire ce qu'il y a à la télé. Wow. C'était Question pour un champion. Avec les Votre soirée mystère approche. Elle sort. Pour ne pas la rater, faites la planque. Ouais, viens vers nous. Attention. Ne perdez pas la piste des majorettes. Elles cachent toutes sortes de secrets. Tout le monde est suspect jusqu'à preuve du contraire. Et sur l'île d'Aix, On va organiser une surveillance discrète. Ah non, pas ce soir. Ah si. il y a urgence à traquer le flagrant délit. Courir après les assassins et les voleurs, vous aimez ça hein? Faut croire que oui. Goûtez aux frissons des filatures. Les mystères des majorettes à 21h05, puis les mystères de l'île à 22h40, demain sur France 3. Retrouvez votre fiction avec l'eau minérale naturelle Wattwiller. Regardez votre fiction avec NG Home Service, expert du chauffage près de chez vous. J'agis avec NG Home Service. Ensemble pour l'autonomie avec le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Ce matin, Annie a rendez-vous à son cours de gym hebdomadaire organisé par la ville. Mais Jean-Paul s'est réveillé tard et elle doit l'aider à faire sa toilette. Annie risque de rater son cours. L'après-midi même, elle reçoit Martine, sa voisine. Annie n'arrive plus à tout concilier entre l'aide apportée à son mari et ses activités. Martine lui suggère de faire appel à une aide à domicile qui pourrait venir aider Jean-Paul à faire sa toilette le matin. Annie en parle à Jean-Paul qui finit par se laisser convaincre. Elle se connecte à Internet et tape sur son moteur de recherche « Trouver une aide à domicile ». En 2 clics, elle trouve un annuaire officiel et gratuit des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Elle prend contact avec plusieurs services à domicile près de chez eux. La semaine suivante, Annie est toujours en retard. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'était Ensemble pour l'autonomie avec le portail pour les personnes âgées.gouv.fr. Ce soir, sur France 3, on devrait toujours voir la vie comme dans un film de... James Bond. Tout serait tellement plus... simple, Vous êtes là pour une raison spéciale? plus mordant, plus pétillant. Champagne, caviar. Ça ne me suffit pas. Avec Bond, on en veut toujours plus. Heureusement, il est très généreux. James. Voyez la vie en Bond, ce soir à 21h05, sur France 3. Retrouvez votre film avec Netatmo. Votre maison plus intelligente, tout simplement. Netatmo. Retrouvez votre film avec les stores et pergolas Coublanc. Coublanc. L'extérieur se vit. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. On peut pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là. Hein. Moi, je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. Bah j'avoue, moi aussi j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés.
Bonsoir, bienvenue sur France 3. Il est l'heure de l'avant-JT, une demi-heure de reportage, de décryptage et de découverte au plus près de chez vous. Voici le sommaire. Comme chaque soir, Dans le rétro vous permet de faire un bond dans le passé. Grâce aux images d'archives de l'INA, on retournera au tout début des années 80 avec cette révolution technologique et l'arrivée du Walkman ou baladeur, comme on l'appelait aussi. Il connut un très grand succès, mais fut aussi accusé de couper les jeunes du reste du monde. Je vous retrouverai ensuite à 18h40 pour le journal des solutions. Ce soir, nous parlerons de la biodiversité qui est en danger partout dans le monde et notamment en France. Mais nous verrons que nous pouvons aider certaines espèces à mieux vivre en créant par exemple dans nos maisons des abris pour chauves-souris. Il sera ensuite l'heure de Hors la ville, votre édition de proximité qui vous fait découvrir l'actualité autrement, loin des grandes villes. Ce soir, nous vous emmènerons en Isère pour découvrir un lieu insolite qui va ouvrir ses portes ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Il s'agit d'une ancienne usine de moulinage de la soie qui date du XVIIIe siècle. À 19h, il sera bien sûr l'heure de votre journal régional. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour le journal des solutions. À tout de suite. Stade 2, tous les dimanches à 20h05 sur France 3. C'est bon à savoir avec Aprifel. Dès qu'un rayon de soleil pointe son nez, l'envie de déjeuner en extérieur repart de plus belle. Pour un repas qui allie plaisir et santé, on passe sur le grill, barbecue et plancha. Le barbecue à charbon de bois offre une saveur unique. Pour maîtriser la cuisson et éviter de brûler les aliments, on place la grille à au moins 10 cm du foyer. Quant à la plancha, elle permet de contrôler différents stades de cuisson. Elle convient aussi bien à la viande bleue qu'aux légumes grillés. Et on varie les plaisirs avec les poissons et crustacés. Au barbecue comme à la plancha, on compose des brochettes avec les légumes de saison. En dessert, on cuit des papillotes avec des morceaux de fruits et un carré de chocolat ou une pincée de cannelle. Une cuisine saine, des saveurs préservées, moins de matière grasse, et ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec Aprifel, l'agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Il y a certaines choses qui comptent, comme avoir une salle de bain confortable quand on se rend compte qu'elle devient son nouveau bureau. Ou encore des fenêtres de qualité qui tiennent compte du voisinage. Se sentir bien chez soi, c'est une des choses qui compte le plus. Et pour rendre ça possible, vous pouvez compter sur nous. La Paire, la qualité réservée à tous. Parce que j'entendais moins bien, j'avais renoncé à plein de choses. Et puis je suis allée chez Audica. Bien entendre à nouveau, alors là, ça a tout changé. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Bien entendre, ça change la vie. Aujourd'hui, avec le 100% santé, vos aides auditives peuvent être remboursées à 100%. Appelez le 3220 et dites Audica. Je ne vous ai jamais parlé de Claudine? La voici. Quelle personnalité, Claudine. À la fois naturelle, spontanée. Tenez, regardez-la. Quand je vous disais qu'elle était surprenante. Sacrée Claudine. Elle est libre, Claudine, avec Piasclédine. Piasclédine. Traitement qui aide à libérer votre mouvement. Piasclédine 300. Traitement symptomatique à effet différé de la gêne fonctionnelle et de la douleur de l'arthrose du genou. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Il est grand le monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Déjà de retour. Ça marche bien les soupes, dis donc. Je crois qu'elles font grandir. Allez, viens. Signa présente la nouvelle génération d'aides auditives. Une technologie innovante pour améliorer votre qualité de vie. L'audition, c'est Signa. Dispositif médical. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Inouï, voyagez avec votre temps.
promenade dans le verger. Ça vient de ma petite boutique déco, fabriquée par un maître serrurier du quartier. Oh là là. Celui-là, je suis assez fier de l'avoir déniché chez mon fromager. Oh là là là. Ça, c'est les arômes des tables. Coton bio peigné nantais. C'est vraiment bien peigné. Oui, dis donc, mais t'as plein de bonnes adresses, hein. Ma ville, mon shopping. Ta ville, ton shopping. Non, c'est ma ville, mon shopping. Avec ma ville, mon shopping, j'achète en ligne chez mes commerçants de proximité. Pendant les jours Chris, c'est le moment de vous faire doublement plaisir. 2 fois plus de style, 2 fois plus de confort, 2 fois plus de marques avec la deuxième paire de marques offerte. Oui, une deuxième paire de marques offerte. Pas la peine d'y réfléchir à 2 fois. Venez dès maintenant profiter des jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un drôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. Le succès est foudroyant. En 18 mois, il va s'en vendre 1 million en France. Ce qui n'est jamais qu'un lecteur de cassette portatif coûte de 800 à 1200 francs. Le prix d'un téléphone portable ordinaire d'aujourd'hui. C'est important parce que, je sais pas, tu vois là, c'est triste le métro. C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais. Et puis aussi, j'aime bien la musique, tu vois. Bon, j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre, et puis je suis bien. La légende voudrait que ce soit le PDG de Sony qui eut l'idée du Walkman pour pouvoir écouter de la musique en jouant du golf. Dans la réalité, ce sont les jeunes du monde entier qui s'en emparent. Une mode, oui, mais une mode peut être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Cette irruption technologique modifie les comportements sociaux. L'extraordinaire engouement pour ce que le ministère de la Culture nomme désormais le baladeur suscite bien des débats. Un succès qui commence d'ailleurs à inquiéter les milieux médicaux. Les médecins ont en effet remarqué que l'utilisation excessive de ces appareils provoquerait des troubles de l'audition. Bonjour, vous entendez ce que je dis là? Vous m'entendez là? Non. Vous m'entendez là? Ouais. Vous m'entendez pas avant? Non, non. Vous mettez fort la musique dans votre casque? Oui. Le Walkman abrutirait la jeunesse, il rendrait sourd et provoquerait des accidents de la circulation. Je déconseille formellement d'utiliser un Walkman ou de manière générale un casque haute fidélité dans toutes les situations dans lesquelles on met une intensité trop forte, d'abord. Et puis il y a ensuite les cas dans lesquels ce casque à haute fidélité vous met à l'abri des appels extérieurs. Par exemple, conduire en portant un Walkman, c'est tout à fait dangereux parce que le son va vous mettre à l'abri des klaxons. Les fabricants réagissent très vite et retournent les critiques. La sécurité auditive devient un argument de marketing. Grâce à cet appareil qui vient de sortir, on peut limiter le niveau sonore de la musique grâce à cet indicateur lumineux. Ainsi, l'utilisateur, à partir de 80 dB, sait qu'il met ses oreilles en danger. À la fin des années 80, le baladeur est complètement entré dans les mœurs. 20 ans plus tard, il sera balayé par bien plus innovant, le téléphone portable. Inédit, tous les samedis sur France 3. J'ai pas envie de rêver ma vie, j'ai envie de vivre mon rêve. En avant. Ces héros du quotidien ont décidé de changer de vie. T'entends là? Un bruit. Pour redonner du sens à leur existence. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Mais il faut pas qu'on se rate. Une série au fil du réel, Suisses et Français qui se réinventent. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai bien fait? En se rapprochant de nos territoires. C'était ça l'idée, c'était de ramener un petit peu de vie dans les villages. Inédit, ma vie d'après, changer le présent pour inventer l'avenir, tous les samedis à 15h15 sur France 3.
Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal des solutions. Comme chaque jour de la semaine, nous allons faire un tour d'horizon des idées positives et constructives pour répondre à différents problèmes. Voici le programme. De nombreuses régions françaises vont subir des manques d'eau réguliers dans les prochaines années. Alors, quelles solutions pour recycler les eaux usées et préserver la ressource? La biodiversité est en danger, de plus en plus d'espèces sont menacées, certaines vivent dans nos villes et nos campagnes. Comment les protéger? Et puis, comment la technologie transforme et améliore parfois le monde du sport? C'est ce que nous verrons en fin d'émission. On débute avec cette question: comment mieux utiliser nos eaux usées? Car on le sait, le manque d'eau va devenir un problème récurrent très rapidement. Dans le département de l'Hérault, plusieurs expérimentations sont en cours. Là, je prélève les eaux en sortie de traitement pour pouvoir démarrer des analyses. Cette eau est destinée à faire pousser des légumes et pourtant elle provient d'une station d'épuration. Dans ce petit village de l'Hérault, on purifie les eaux usées depuis 10 ans grâce à ce champ de roseaux. Aujourd'hui, l'objectif est d'irriguer les productions agricoles. 4 techniques de filtration sans produits chimiques sont testées. Et sur ces bacs hors sol, on teste des cultures maraîchères pour évaluer l'impact de ces eaux sur le système eau-sol-plante. Dans un an, une technique sera choisie. La station d'épuration devrait produire 80 mètres cubes d'eau propre par jour. Premier bénéficiaire, ces jardins familiaux. Donc tout l'intérêt, c'est d'arriver à montrer qu'on est capable, même en milieu rural, même sur des petites stations, sans beaucoup de personnel, sans beaucoup de compétences, eh bien arriver à faire une eau de qualité qui puisse être réutilisée. En France, seuls 0,6% des eaux usées sont actuellement recyclées. Et oui, la France est en retard dans sa politique de réutilisation des eaux usées, mais a pour objectif de tripler cette capacité d'ici 2025. Alors, parmi les projets, il y en a un qui a attiré notre attention. Il est unique en Europe et il a été développé au Sables d'Olonne, en Vendée. C'est le projet Jourdain, mené par Veolia et Vendéo. Une station d'épuration est en train d'être construite et elle va produire de l'eau potable à partir d'eau usée. Pour en savoir plus, on écoute Jérôme Bortoli, il est le président de Vendéo. Les eaux usées qui sont déversées à partir des stations côtières du littoral vendéen et en particulier en l'occurrence les Sables d'Olonne, ce sont plus de 4 millions de mètres cubes d'eau qui partent à la mer, qui sont quelque part gaspillées à la mer alors qu'elles ont déjà subi des traitements importants et qu'elles sont localisées là où on a des gisements importants de population, des touristes l'été, et des besoins importants qu'on a du mal à satisfaire par ailleurs. Et donc, cette eau usée qui part à la mer, on envisage d'en traiter une partie et de la réacheminer à l'amont d'un barrage ou d'une retenue dans un cours d'eau qui servira ensuite à l'eau potable. C'est un projet qui est regardé de près par d'autres régions françaises et européennes, mais il a un coût. Regardez, 19,5 millions d'euros investis sur une dizaine d'années. Un coût important, car en plus de la station d'épuration, il faut construire une station d'affinage. C'est elle qui va garantir la qualité de l'eau, qui va revenir dans le circuit d'eau potable, car c'est peut-être le frein pour certains, la dimension psychologique à reboire de l'eau qui a été impropre. On écoute de nouveau Jérôme Bortoli. Les impacts qu'on essaye de prévenir sont des impacts environnementaux, donc rendre la qualité de cette eau compatible avec la rivière et le barrage dans lequel elle va être déversée, diluée. Ensuite, il faut réfléchir à cette réutilisation pour l'eau potable, donc quelle est une qualité sanitaire exemplaire. Ensuite, il faut réfléchir à toute la problématique d'appropriation sociale, puisque c'est la première fois qu'on proposera qu'on rendra effectif le fait de réutiliser de l'eau usée dans ces conditions-là. Et donc, il y a tout un travail avec les populations et l'ensemble des parties prenantes de ce projet. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le traitement des eaux usées, je vous conseille cet article à retrouver sur le site de France Bleu. Il vous explique comment fonctionne une station d'épuration. On en vient au second thème de l'émission et là encore, il s'agit de trouver des solutions pour protéger une ressource précieuse, la biodiversité. Et ça commence tout près de chez nous, chacun peut agir. Savez-vous que par exemple, vous pouvez faire des travaux si vous habitez en maison ou si vous avez une grange
pour transformer une partie de votre habitat en abri à chauves-souris. Regardez cet exemple en Côte d'Or. Derrière ces volets fermés, un gîte d'exception pour les chauves-souris. Cet habitant de Côte d'Or a aménagé sa grange spécialement pour accueillir ces petites bêtes. Des espèces comme la pipistrelle et le rhinolophe viennent chaque année entre avril et octobre pour la reproduction. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce sont des espèces protégées. Et il m'a paru utile de leur créer cet espace. Une cloison spéciale et des aménagements pensés avec l'aide d'un chargé de mission du site Natura 2000 du Morvan. On a installé une boîte chaude qui va les concentrer et leur permet d'un espace encore plus protégé et plus chaud. Et donc elles vont passer par le bas et venir s'accrocher sur le plafond. Et puis on a installé des fils, des grillages qu'on peut voir ici sur le mur qui vont en fait diversifier un petit peu les espaces où elles peuvent s'accrocher. L'investissement de 3 000 € est financé entièrement par des subventions européennes ou régionales. Des initiatives qu'il faut multiplier car le constat est alarmant selon l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. En France, 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs sont par exemple en danger de disparition. Un autre animal pourtant très apprécié pourrait lui aussi disparaître, il s'agit du hérisson. Il est à la fois menacé par l'activité humaine et par le réchauffement climatique. Alors les initiatives se multiplient pour le protéger, comme ici dans les Côtes d'Armor. C'est un fait, la population de hérissons observée est en déclin depuis quelques années. Alors de nombreuses associations se mobilisent pour sensibiliser le public à leur protection, comme ici en Bretagne où l'on apprend à leur fabriquer un abri. Sur notre terrain, on a 2 hérissons et ils dorment sous une palette. Donc on a dit on va venir voir pour leur créer une petite maison pour qu'ils soient mieux, quoi. Parce que j'ai un petit potager, donc ils me mangent mes petites limaces. Donc autant qu'ils restent chez moi plutôt que d'aller chez le voisin. L'association Eaux et Rivières de Bretagne a décidé de relayer l'appel de France Nature Environnement à une grande opération de recensement des populations au niveau national. Le fait d'être vigilant sur des espèces qu'on dit communes, c'est aussi d'être sur un inventaire très clair au départ pour justement se rendre compte assez rapidement de son déclin en fait, et de mettre des actions en place pour le préserver en fait. Chacun peut y participer, noter ses observations sur le site de France Nature Environnement. Les données permettront d'en savoir un peu plus sur les effets du dérèglement climatique et des activités humaines sur la population de hérissons. Des initiatives locales pour protéger notre biodiversité, malheureusement pas suffisantes pour enrayer un phénomène mondial, car c'est désormais près d'une espèce animale sur 3 qui est menacée sur notre planète. Je vous invite à lire cet article sur le site de France Info pour en savoir plus. Il est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission. Comment les innovations technologiques révolutionnent la pratique sportive? On prend tout d'abord la direction de Toulouse, car les rugbymen du stade toulousain ne jurent plus que par un robot, le dropkick, pour leurs entraînements. Ce lanceur de ballon a été mis au point par l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. Le dropkick, un lanceur de ballon de rugby qui permet d'effectuer des tirs à 30 mètres de distance. Cela fait 3 ans maintenant que ce prototype breveté est utilisé au centre de formation du stade toulousain. On va commencer par des réceptions basses, classiques sans saut. Ensuite, on passe la même chose en fixe, en sautant, prise haute. Le dropkick permet aux joueurs de travailler la réception, un aspect fondamental du rugby moderne. C'est ça. Il y a de plus en plus de jeux au pied maintenant. Et on est tous obligés, entre guillemets, même en fonction du poste, de savoir réceptionner. Et si on ne sait pas le faire, on peut faire un en avant ou quoi, et du coup on perd le ballon. Développé à Toulouse par l'Institut national des sciences appliquées, le dropkick est très apprécié par les éducateurs. Cette machine nous permet donc d'économiser physiquement les buteurs, puisque bon, répéter des gestes, 50, 60 coups de pied, à un moment donné, c'est contraignant physiquement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de capital. C'est surtout de répartir différents ateliers, et donc ça permet de tourner. Mais l'INSA n'en est pas resté là. Le département génie mécanique a développé un deuxième prototype. Ce dropkick peut aussi lancer des ballons de foot, ce qui permettra à terme de toucher un autre public. L'objectif maintenant, c'est d'aller vers des écoles, vers les tout petits,
jusqu'au plus grand. Et donc pour cela, typiquement pour travailler le corner, on a besoin de balles qui sont moins puissantes que celles pour les adultes et donc on avait besoin de régler la puissance au niveau du tir. Leur volonté maintenant est de trouver un partenaire industriel capable d'assurer une mise sur le marché à un prix raisonnable. Et si vous vous intéressez au lien entre sport et technologie, rendez-vous à Lille les 23 et 24 septembre pour la première édition du salon Sport Unlimitech. Vous trouverez un article sur ce sujet sur le site de France Info. Et cette innovation pourrait faire partie du programme. Certains diront que ça manque de sable et de belles vues sur l'océan, mais d'autres sont déjà conquis. À Lyon, vous pouvez maintenant faire du surf, presque comme si vous étiez sur la côte basque. La toute première salle française de surf indoor a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Là c'est super, regarde un peu devant, ça va t'aider. Première vague et première glisse pour cet apprenti surfeur. Première chute aussi. Super sensation, c'est la première fois que j'ai jamais fait de surf avant, donc ouais, c'est très amusant, c'est assez sécurisant aussi de savoir qu'on est ramené rapidement. Non, c'est très sympa. Quelques minutes de pratique et ces débutants parviennent à trouver leur équilibre. Le départ se fait debout et en surf, ça change tout. Comme on a tout le côté un peu difficile du vrai surf qu'on élimine avec la rame, le take-off, la lecture de la vague, etc. On arrive à faire surfer en 40 minutes la très très grande majorité de tous nos néophytes. Là, regardez derrière moi, ça surfe. À l'océan, on passe 95% du temps à ramer dans le dur et là, on passe 95% du temps debout sur la planche, donc c'est un réel plaisir. Pour ramener les déferlantes de la côte basque à Lyon, les porteurs du projet ont investi plusieurs millions d'euros. 500 mètres cubes d'eau sont ainsi sans cesse propulsés sur un clapet, le tout en circuit fermé pour obtenir une vague modulable. Alors elle est unique parce que c'est une vague qui varie instantanément en fait, de 80 cm à 1,50 m en fonction du niveau du pratiquant. Un initié qui arrive, qui a un très petit niveau de surf, on va lui mettre une vague toute douce à 80 cm avec peu de volume d'eau. Et un surfeur très aguerri, voire un professionnel, on va lui mettre une vague qui va être très puissante avec 1,50 m de hauteur. Certains des meilleurs surfeurs français ont déjà adopté cette vague lyonnaise, bientôt exportée dans 10 autres villes en Europe. Pour monsieur et madame tout le monde, comptez 55 € l'heure de glisse, sans vue sur mer, mais avec le bouillon. C'est la fin de ce journal des solutions. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos éditions de proximité et le journal régional à 19 h. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Partons tout de suite hors la ville, loin des métropoles. Je me suis dit, c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire, quoi. Travailler avec les éleveurs, les aider à trouver des débouchés, à préserver leurs marges. Grâce à cet ancien vétérinaire, l'abattoir de Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche pourrait rouvrir ses portes en automne. Un nouvel épisode pour ce site vendu par la commune après 60 ans d'existence. Si l'abattoir de Saint-Hilaire-du-Harcouët a fermé ses portes le 31 décembre 2020, l'atelier de découpe présent sur le même site n'a jamais cessé son activité. Aujourd'hui, l'entreprise qui emploie une quarantaine de personnes se porte même très bien. L'atelier de découpe fonctionne parfaitement. On a gardé tous nos clients, on en a des nouveaux, on continue de travailler, toujours avec cette idée de développer les circuits courts pour nos éleveurs. Arrivé de la Seine-et-Marne il y a à peine quelques jours, cet ancien vétérinaire est le nouveau patron. Ses motivations sont simples, il souhaite travailler avec et pour le milieu agricole. J'ai fait des audits en agroalimentaire et cette envie d'être acteur du monde rural m'a fait rechercher une entreprise à reprendre. Et quand on m'a présenté le groupe Théba, je me suis dit c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire, quoi. Travailler avec les éleveurs, les aider à trouver des débouchés, à préserver leurs marges. Gérer un atelier de découpe, c'est bien, mais le nouveau patron a un autre projet. Alors là, nous sommes dans la bouverie de l'ancien abattoir de Saint-Hilaire, qui est donc inoccupée maintenant depuis plusieurs mois. Puisque l'atelier de découpe se trouve au même endroit, pourquoi ne pas recréer un abattoir en lieu et place de l'ancien? Ça répondrait vraisemblablement à une vraie demande locale, une demande des éleveurs de proximité, et ça permettrait d'offrir un service respectueux à la fois du bien-être animal en limitant les transports d'animaux vivants, et puis en respectant aussi l'écologie, puisqu'on ne va pas multiplier les transports pour une production qui est locale par définition.
Un abattoir plus petit, mais plus moderne que l'ancien, et une entreprise entièrement privée qui ne serait plus liée à une association publique-privée. Voilà pour ce qui est de la stratégie du chef d'entreprise. Quant à l'embauche, cette création pourrait s'accompagner d'une petite dizaine de postes à pourvoir. On est passé de 200 € à 250 € en un mois et demi, depuis le 14 juillet. La hausse du prix du blé se poursuit, les cours des céréales s'envolent, du pain béni pour les producteurs après des années à la baisse. Cette flambée des prix leur redonne le sourire, même si certains céréaliers préfèrent rester prudents. Quand il y a des hausses, on va les prendre, c'est pas un souci. Par contre, je me méfie énormément des charges éventuelles qui pourraient nous replomber le résultat 2022. Des céréaliers qui ne devraient pas toucher le jackpot. Cette année, à cause de la météo capricieuse, la production n'a pas été à la hauteur des prévisions. Nos équipes sont venues ramasser les poissons morts il y a de cela une semaine exactement, mardi dernier. Et ils ont ramassé 350 kilos de carpes. Près de Belfort, au lac de Malsaucy, des centaines de carpes sont victimes d'un virus, le KHV, une forme d'herpès très contagieuse, sans danger pour l'homme. Une maladie apparue dans l'Hexagone il y a une vingtaine d'années. On les rencontre en longeant les berges de l'étang du Malsaucy. Des carpes sans vie, sur le flanc, qui ne passent pas inaperçus. Oui, hier, quand je marchais, j'ai vu 2 poissons. Et ils étaient comme ça, au bord de ce lac. Après enquête et analyse, c'est un virus, le KHV, qui serait à l'origine de cette exceptionnelle mortalité. Il frapperait uniquement les carpes. Ici, à la direction du service vétérinaire du territoire de Belfort, on nous avoue que c'est une première et qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter. Il n'y a pas de risque pour la santé humaine. On pourrait même consommer les poissons du Malsaucy. Il n'y aurait pas de souci. En tout cas, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une zoonose. Reste une question. Pourquoi et de quelle façon ce virus est-il apparu ? Parmi les hypothèses formulées par les autorités, l'introduction d'un poisson déjà contaminé par un autre animal, un oiseau par exemple, ou par l'homme. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les mesures à mettre en œuvre pour éradiquer le problème. Nous avons installé des grilles tout autour de l'étang pour nous assurer qu'aucun poisson infecté de l'étang ne serait susceptible d'aller en contaminer d'autres. Un étang qui sera d'ailleurs entièrement vidé et dont les fonds seront désinfectés à la chaux d'ici l'année prochaine. Alors là, on est dans la salle de moulinage, dans la salle de torsion du fil, justement. C'est un peu le clou du spectacle. C'est là où va se faire l'opération la plus délicate. Elle a été l'une des 3 plus importantes usines de moulinage de la soie en Isère, la Galicière. Un site exceptionnel à visiter ce week-end lors des Journées du patrimoine. L'occasion de découvrir ces ateliers entièrement en bois, les mêmes depuis 2 siècles. C'est un complexe industriel rural remarquable, une ancienne fabrique de soie qui date de 1795. Donc ici à la Galicière, toute la production du fil est présente encore. Vous avez la magnanerie dans laquelle on élevait les vers à soie, la filature dans laquelle ce bâtiment on va tirer un premier fil pour faire un premier écheveau de soie, et ensuite les moulinages qui sont la fabrique haute ici et la fabrique basse ici. Des ateliers entièrement en bois qui n'ont pas bougé depuis plus de 2 siècles et qui ont séduit ce couple, propriétaire du bâtiment depuis 1994. J'ai vu le nom là, des ouvrières, Juliette Brun, enfin, j'avais l'impression qu'elles étaient parties en pause. La fabrique va connaître un développement remarquable jusqu'en 1870 et le site comptera une centaine d'ouvrières, souvent très jeunes. Là, elles ont gravé, on voit ces roues, donc on imagine à quel point ça devait être obsessionnel. Puis après, elles ont dessiné une fabrique idéale, des petits personnages, des femmes en crinoline. Les jeunes filles, souvent on disait qu'elles avaient des yeux au bout des doigts, donc il fallait une grande acuité visuelle et il fallait aussi de toutes petites mains, d'une part pour déjà au départ pouvoir tirer les premiers fils de soie, ensuite être capable de faire les nœuds. Cette usine fermera dans la première moitié du XXe siècle. L'unique descendante décède en 1996, sans s'être séparée ni des machines, ni du site.
Des machines de ce type-là, vous allez pouvoir en retrouver dans des musées. Certaines ont été prélevées. Mais là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elles n'ont pas bougé depuis 1795. Et l'univers de cette usine de la Galicière est à explorer tout le week-end lors des Journées européennes du patrimoine. Bonsoir à tous. Après cette parenthèse hors la ville, votre 19-20 continue avec l'édition Toute Région, dont voici les titres. Le TGV fête ses 40 ans à l'occasion des Journées du patrimoine. Ce fleuron de l'industrie française est à l'honneur tout le week-end Gare de Lyon à Paris. Emmanuel Macron a fait le déplacement ce matin. Alerte à la grippe aviaire dans le nord de la France. Dans le département de l'Aisne, un foyer de la souche H5N8 apparu en Belgique cet été vient d'être détecté. Les éleveurs sont inquiets. À la fin de cette édition, je vous emmènerai festoyer au Puy-en-Velay. Jusqu'à dimanche, la préfecture de Haute-Loire fait un voyage dans le temps à l'époque médiévale. Et vous le verrez, il y a de l'ambiance. Mais avant de développer ces titres, ce témoignage bouleversant. Le 2 août dernier, un habitant de Jujurieux dans l'Ain a perdu sa femme tuée par un chauffard. Le responsable présumé des faits est en fuite. Le mari de cette infirmière libérale a décidé d'afficher sa douleur et sa colère sur des panneaux installés sur les lieux de l'accident. Laurent Reverdy revient régulièrement sur les lieux du drame. Là où sa femme, Sandrine, 54 ans, a été tuée par un chauffard qui a pris la fuite. Vous voyez, ça c'est son serre-tête qu'elle mettait. Il y a quelques jours, le chef d'entreprise a fait installer ces deux panneaux, un hommage et des mots très forts. C'est les panneaux de la colère et du souvenir. Je voulais qu'on sache que Sandrine est morte pour son boulot, ce qu'elle représentait. Et puis la colère, je redis, le mot ordure, on a essayé de me le faire supprimer parce que trop violent, trop ci, trop là. J'ai donné d'autres noms, pourriture, fumier, salopard. Ce jour-là, l'infirmière libérale termine sa tournée. Elle est percutée par une voiture qui coupe la ligne blanche pour la doubler à grande vitesse. Là, il a dû dépasser, pour être à 120-130, il a dépassé la voiture qui était devant lui. Puis quand ma femme a tourné pour venir ici, il l'a percuté, en travers. Le conducteur prend la fuite à travers champs. Arrivé sur place, Laurent Reverdy photographie le chaos. Le véhicule du conducteur possède plusieurs plaques d'immatriculation, synonymes de voiture volée. Identifié par son ADN, le chauffeur reste introuvable, ce que confirme le parquet de Bourg-en-Bresse. Une fuite inacceptable pour cette famille. Qu'il se rende, qu'il assume, qu'on l'attrape, qu'on le juge, qu'il soit condamné. Et puis après, de toute façon, lui, même s'il fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de prison, disons sur le papier, de toute façon, moi, dans 7 ans, ma femme, elle ne reviendra pas. Moi, la sanction, elle est immédiate. Si l'enquête n'avance pas fin septembre, Laurent Reverdy est déterminé à engager des détectives privés pour localiser le responsable de la mort de sa femme, parti trop tôt. Et pour éviter ce genre de drame souvent lié à la vitesse, de plus en plus de communes procèdent à des aménagements. C'est le cas à Grenoble où des espaces sans voiture ont été créés autour de 13 écoles. Une mesure qui rassure les parents mais qui, vous allez le voir, provoque la colère des riverains. Place aux enfants, c'est le nom donné aux nouvelles zones piétonnes aménagées aux abords des écoles. La circulation est interdite, le stationnement aussi, même pour les riverains. Après 2 semaines de sensibilisation, vient la répression, colère des habitants verbalisés. Moi, si je veux recevoir des invités, mon arrière-grand-mère qui a 98 ans, elle ne peut pas venir. En fait, elle est obligée de se garer ailleurs, dans la petite rue, notamment là, où il n'y a jamais de place, et plus celle-là, où il n'y a jamais de place non plus. On a la même règle qui s'applique à l'ensemble des aires piétonnes, que ce soit ici aux abords d'une école ou dans le centre-ville. Quel est le montant de l'amende? Là, le stationnement est interdit et du coup, c'est 35 € d'amende. Depuis la rentrée, ce dispositif s'étend à 13 écoles publiques de Grenoble. Les parents interrogés semblent apprécier au nom de la sécurité. C'est une très très bonne idée, c'est vraiment super d'arriver le matin, d'être plus de voitures au bord de l'école, de pouvoir marcher et courir au bord sur la route. Moi, je trouve ça génial. Il y avait plein de soucis aux abords des écoles, plein de voitures qui ne faisaient pas attention, qui se garaient n'importe comment. Et je vois, moi avec ma poussette double, c'était très compliqué. Pour la municipalité, ces espaces sans voiture sont destinés à devenir également des lieux de loisirs.
Une démarche effectivement de sécurisation des abords des enfants pour les protéger, en particulier les jeunes enfants, mais pas que. C'est aussi dans une démarche vraiment de piétonisation, c'est-à-dire que l'espace public autour de certains équipements, et pas uniquement en centre-ville, doit être donné à l'usager, aux piétons. L'accès à ces zones piétonnes en voiture est limité aux ayants droit, riverains, taxis ou personnel médical. Ce fait divers à présent à Marseille. Le corps calciné d'un adolescent de 15 ans a été découvert ce matin dans le parc d'une résidence située dans les quartiers nord. Il pourrait s'agir d'un nouveau règlement de compte. Sur place, on retrouve Marie-Agnès Pelleran pour plus de précisions. C'est ici, au pied de la tour H du parc Corot, qu'a été découvert le corps presque entièrement carbonisé. Ce sont les pompiers appelés pour un feu de broussailles vers 5 h du matin qui l'ont retrouvé. De sources policières, il s'agirait d'un adolescent de 15 ans d'origine africaine. Son identité n'a pas encore été établie. Les quelques habitants croisés sont choqués et ont peur de s'exprimer car ce n'est pas le premier assassinat que connaît cette copropriété dégradée. Au mois d'août, un corps calciné avait été retrouvé dans une voiture et plus récemment, ce sont des armes qui ont été découvertes. Les habitants se sont abandonnés. Je vous le disais en titre, le TGV fête cette année ses 40 ans. Un anniversaire célébré en grande pompe, gare de Lyon à Paris, avec notamment la visite d'Emmanuel Macron ce matin. Retour sur un succès commercial et technologique qui ne s'est jamais démenti. Stéphanie Larion, Cécile Boutin. Ce matin à la gare de Lyon à Paris, 40 ans de TGV alignés, dont le premier d'entre eux surnommé Patrick et sa célèbre livrée orange. Pour les voyageurs, sa présence a ravivé les souvenirs. Ah, c'est un vieux TGV. Je l'ai pris pour la première fois en 1988 avec mes parents de Lyon à Paris. J'en garde un très bon souvenir puisque c'est extrêmement rapide. Mon premier TGV, c'est dans les années 80. Et je pense que c'était des sièges en cuir marron. C'était confortable parce que c'était moderne à cette époque-là. Le 22 septembre 1980, le président François Mitterrand inaugure le premier train à grande vitesse entre Paris et Lyon. Le train roule alors à 200 km/h, une vitesse qui ne cessera d'augmenter, comme ses aménagements intérieurs et le confort. Mais le TGV va surtout révolutionner la vie des Français au fil des ouvertures de lignes. C'est un train qui a permis d'abolir les distances et le temps, puisque ça a permis, la vitesse a fait gagner du temps aux gens. Et c'est vrai que l'arrivée du TGV a permis de rétrécir le territoire petit à petit. Une réussite à la française qui est venue célébrer ce matin le chef de l'État et qui a inauguré le TGV du futur, le TGV M. Plus de place, plus confortable et un wagon-bar sur 2 étages, mais aussi plus économe en énergie. Sa mise en circulation est prévue pour 2024. On y a cru, Alstom y a cru, nous avons investi, la SNCF y a cru, et nous sommes là avec l'avènement, en effet, de ce formidable symbole avec cette superbe rame TGV M, ce nez qui va reconquérir des espaces et reconquérir le cœur des Français. En 40 ans, le TGV aura transporté plus de 3 milliards de passagers. Il dessert aujourd'hui 230 destinations. Et pour tout savoir sur les 40 ans du TGV, rendez-vous sur le site et l'application France Info. Est-ce la fin des ferries à Nice? C'est en tout cas ce que souhaiterait la métropole. La Corsica Ferries, qui assure la liaison entre la capitale azuréenne et l'île de Beauté, embarque chaque année 150 000 véhicules. Un trafic polluant et incompatible selon les autorités municipales avec le label UNESCO que vient d'obtenir la ville. Alors pour tenter de dissuader les passagers, la métropole projette d'instaurer une taxe de 60 € sur chaque véhicule. On écoute Gaël Nofri, il est adjoint au maire et conseiller métropolitain à Nice. L'activité générée par les ferries pose de vrais problèmes dans ce quartier et n'est pas digne d'un quartier classé à l'UNESCO comme nous voulons le faire et comme nous l'imaginons. Alors vous êtes en train d'annoncer la fin de la liaison Nice-Corse par Corsica Ferries. Ce n'est pas une décision, c'est une réflexion, une volonté de réaménagement. On reste dans les questions environnementales avec ces scénarios catastrophes imaginés par des chercheurs de l'Université de Caen et les experts du GIEC. Dans 2 simulations distinctes, ils ont voulu montrer les effets du réchauffement climatique sur la Normandie à l'horizon 2100. Et vous allez le voir, ça fait froid dans le dos. Ces images sont fictives. Il s'agit d'une rue d'Étretat un jour de grosse tempête en 2100. La mer vient lécher les murs pour atteindre 1 mètre de hauteur.
Depuis la création de cette inondation virtuelle par une équipe de l'université de Caen, les élus en prennent connaissance pour s'informer sur notre avenir. Une priorité, quand on sait que le niveau de la mer pourrait augmenter d'1,10 m d'ici la fin de ce siècle. En cause, la fonte des glaciers et le réchauffement de la température de l'eau, de quoi en augmenter son volume. Les conséquences ? Lors de tempêtes, les brises-roches, les digues ne suffiront pas à empêcher les inondations. Des zones d'activité et d'habitation devront se replier en zones plus sûres. Mais le littoral ne sera pas le seul impacté. C'est toute la Normandie qui sera victime de cette submersion marine, comme nous l'explique cette vidéo du GIEC, le groupe interdisciplinaire d'études du climat. L'élévation du niveau des mers a également un impact dans l'intérieur des terres, en favorisant les inondations par remontée de nappes et en bloquant les écoulements fluviaux. C'est ce qui s'est passé en 2018 à Rouen, avec l'inondation de la Seine. Un phénomène de crue intensifié par la concomitance de deux événements, une marée haute et un fort coefficient. Le long de la Seine, jusqu'au barrage de Pose, au moins 120 000 habitations et des entreprises auront régulièrement les pieds dans l'eau, y compris des sites Céveso. Ces projections ne sont pas des scénarios de films catastrophes, mais bien des hypothèses pour notre avenir. Une des clés, réduire dès aujourd'hui la hausse des températures pour freiner cette montée des eaux. Et des conséquences du réchauffement climatique, il y en a déjà. Dans le Cantal, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué un éboulement gigantesque. 5000 tonnes de roches sont tombées sur la départementale 680 qui relie Salers au volcan du Puy-Marie. La route est coupée pour plusieurs semaines. Un coup dur pour les commerçants et les gestionnaires de ce site touristique. C'est arrivé, des gens m'appelaient. Les gens venaient pour réserver. Et heureusement, on était au courant de l'incident et qu'on leur disait qu'il fallait faire le détour. Ah, bon, ben on va voir. Et puis finalement, ils m'ont pas rappelé. Alors, c'était une table, mais voilà. Dimanche, il y a une course aussi, un triathlon qui devait passer par ici, qui doit changer son itinéraire du fait de cet éboulement. Donc c'est vraiment pour l'instant des impacts à très court terme. Après, à long terme, on ne peut pas trop le savoir à l'heure actuelle puisque ça dépendra du temps de dégagement du site. Mais je pense que les équipes du département font le nécessaire pour que ça aille le plus vite possible. Je vous en ai parlé au début de ce journal. Un foyer de grippe aviaire a donc été détecté dans le département de l'Aisne. C'est un particulier qui avait acheté des poules en Belgique qui a donné l'alerte. Les éleveurs sont bien sûr inquiets. Ils redoutent un nouveau confinement de leurs volailles. Des basses-cours à l'arrière de ces maisons à la sortie de la commune d'Aubenton. C'est ici que les services vétérinaires sont intervenus pour procéder à l'abattage préventif de 26 poules. Tout est parti d'un simple particulier qui avait acheté ces volailles quelques jours auparavant sur le marché de Chimay en Belgique. Donc le particulier avait acheté une dizaine de volailles sur ce marché en Belgique. Toutes sont mortes assez rapidement. Ensuite, la mortalité a atteint une partie de son élevage et c'est là qu'effectivement, il a appelé son vétérinaire sanitaire. L'influenza aviaire a été identifiée ce mercredi sur les animaux morts. Il s'agit du nouveau type de la souche H5N8 apparu en Belgique cet été. Il s'agit ici d'un nouveau virus. Donc la contamination de l'homme par contact, il est trop tôt pour l'exclure aujourd'hui. Ça se fera dans un second temps, donc je ne peux pas vous répondre de façon définitive. Par contre, la contamination de l'homme par la consommation de volailles ou de produits à base de volailles n'est pas possible. Cet éleveur réfléchit, lui, à mettre en place de sa propre initiative de nouvelles mesures pour protéger ses animaux. L'hiver dernier, un confinement des volailles avait déjà été imposé dans l'Aisne pour un autre type d'influenza aviaire. Je ne serais pas surpris qu'on soit encore reconfiné cet hiver comme l'année dernière. Donc, et là par contre ça va être encore plus de boulot. Donc plus de paillage, plus de travail. Puis il faut faire plus attention quand on les attrape le soir pour éviter les étouffements. Dans le département des Ardennes, voisin seulement de quelques kilomètres d'Aubenton, des mesures de restriction sont déjà en place pour lutter contre l'influenza aviaire, notamment un zonage. Rien de tel pour l'instant dans l'Aisne, mais la préfecture de l'Aisne appelle tout de même les propriétaires de volailles à être particulièrement vigilants sur l'apparition éventuelle de symptômes.
Alors que les chasseurs ont prévu de manifester demain à Mont-de-Marsan dans les Landes, le gouvernement fait machine arrière. Certaines chasses traditionnelles interdites il y a quelques semaines par le Conseil d'État pourraient être à nouveau autorisées. Une nouvelle qui réjouit les chasseurs, mais pas la Ligue de protection des oiseaux qui menace de saisir la justice. La capture de l'alouette aux pentes et à la matole seront-elles autorisées dans la région sur cette saison de chasse ? D'après une décision du Conseil d'État en août, ces pratiques sont illégales. Mais le gouvernement veut les rétablir comme d'autres chasses traditionnelles grâce à des arrêtés. Il vient de lancer une consultation publique sur le sujet. Défenseur de la ruralité, l'ex-candidat au régional Eddy Puy-Jalon comprend ce revirement de l'État. Il y a quelques mois des élections, c'est pas bon d'allumer le feu de telle sorte. Et donc, il y a un jeu de, entre guillemets, politiciens pour calmer. Et donc, on va arranger les choses sur les alouettes, peut-être sur les vanneaux. Et à la marge, on va supprimer d'autres chasses pour essayer de satisfaire tout le monde. Voilà. Face à cette situation, la Ligue de protection des oiseaux a directement réagi dans un communiqué. Elle indique qu'elle demandera la suspension immédiate des arrêtés devant le Conseil d'État. Son directeur général ne s'attendait pas à ce changement de position du gouvernement. C'est une surprise et une indignation. En l'occurrence, dans le sud-ouest, il s'agit de capturer des alouettes, dont on rappellera que les populations ont chuté de 35% en 15 ans. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est en train de s'effondrer. Ils s'en tuent entre 150 et 200 000 au fusil. Mais quel est le besoin de s'amuser à aller en plus en piéger par des filets ? La consultation publique va durer jusqu'au 6 octobre. Les chasseurs ont prévu, eux, de manifester ce samedi à Mont-de-Marsan. Oyez, oyez, que diriez-vous de festoyer à présent ? Gentilshommes et gentes-dames ont rendez-vous jusqu'à dimanche au Puy-en-Velay pour les traditionnelles fêtes du roi de l'oiseau. Un hommage au Moyen-Âge auquel participent des centaines de bénévoles, parfois depuis plusieurs générations. La jambe me fait mal, bout de sel. Nous sommes arrêtés au Puy-en-Velay pour quelques temps. Bon, la météo est ce qu'elle est, mais nous sommes motivés, très déterminés à faire partager notre passion avec tout le monde. Nous sommes en 1515, année de la bataille de Marignan. Les associations de la ville et près de 1500 passionnés vivent intensément cette époque. C'est un rendez-vous préparé depuis des mois dans les moindres détails. Avant, la ceinture, c'était vraiment là où on avait toute notre vie dessus. On n'avait pas vraiment de sac. Tout était accroché à la ceinture pour éviter de se faire voler. C'est un système de ciseaux, en fait. Il n'y a pas spécialement besoin des ficelles. Ça se pince sur le nez et ça tient. La reconstitution historique, c'est le leitmotiv de chacun des bénévoles. Beaucoup sont tombés dedans quand ils étaient petits. On retourne à l'instinct du passé. C'est des moments conviviaux. On s'amuse, on rigole. Et faut qu'on montre aux gens qu'on n'est pas toujours habillés pareil, comme ça. On est très intergénérationnel. C'est vrai qu'il y a quand même la génération de nos parents, puis nous maintenant qui sommes presque nés là et qui reprenons. Et voilà, ça continue. Avant d'animer les camps par des démonstrations de vie quotidienne, les rois de l'oiseau commencent toujours par une marmite bien pleine. C'est fabuleux de voir des enfants avec un grand sourire qui découvrent, on mangeait comme ça, il y avait une pique, on n'est pas une fourchette, ça n'existait pas, non, une pique, ils découvrent plein de choses, quoi. Le costume, la nourriture, la vie. Jusqu'à dimanche, la fête du roi de l'oiseau invite les passants à faire une pause dans l'histoire et même s'il pleut, les bénévoles continueront de chanter. Cette édition touche à sa fin. Je vous en rappelle les principaux titres, à commencer par cet événement célébré en grande pompe ce week-end à Paris. Le TGV fête ses 40 ans. L'occasion pour la SNCF de célébrer l'une des plus grandes réussites technologiques et commerciales françaises. Autre grand titre de l'actualité dans vos régions, l'inquiétude des éleveurs de volailles des Hauts-de-France. Un foyer de grippe aviaire a été détecté chez un particulier de l'Aisne. Il s'agirait de la souche H5N8 apparue cet été chez nos voisins belges. Tout de suite, le journal des talents, suivi par l'édition nationale du 19-20, présentée par Catherine Matoche. Belle soirée sur France 3 et très bon week-end à tous.
Ils s'apprêtent à vivre une aventure culinaire hors du commun. Un couple de jeunes restaurateurs aveyronnais participe à la 6e édition du Taste of Paris qui se tient jusqu'à dimanche dans la capitale. Pour ce duo plein de saveurs, il s'agira de revendiquer auprès des grands chefs parisiens une cuisine authentique et spontanée. Une tomate steak bien charnue, du parmesan, des feuilles de basilic. Voilà quelques-uns des ingrédients qu'utilisent Émilie et Thomas pour cette recette concoctée à 4 mains. Une cuisine raffinée et engagée. On ne veut surtout pas avoir des assiettes signatures, des plats signatures, et on veut pouvoir s'exprimer librement. Le jour où un produit manque, et on rebondit avec un autre, et c'est un échange en permanence de discussion avec Thomas, avec nos maraîchers. On va changer tel ingrédient sur ce plat, on va rajouter ce produit parce qu'il vient d'arriver, et chaque assiette devient, on peut appeler ça, une imperfection maîtrisée. Thomas et Émilie présenteront ce plat au festival Taste of Paris qui se tiendra au Grand Palais éphémère, un temple de la gastronomie ouvert au grand public. Ils y participeront pour la première fois. On y va pour donner un cours de cuisine et puis voilà, pour aller voir aussi ce que font tous les autres chefs, aller goûter aussi les autres plats préparés par des grands chefs parisiens et de toute la France, quoi. Cette cuisine instinctive, on peut la retrouver dans le restaurant de Rodez qu'ils ont ouvert il y a 6 ans, place du Bourg. Les menus y sont changés chaque semaine, preuve de leur créativité. Donc c'est celui-là qu'il faudrait remécher. Ouais, voilà. C'est une profession qui se fait rare en France. Il ne resterait aujourd'hui que 400 luthiers. Parmi eux, Océane Mangeot. Formée dans la capitale mondiale de la lutherie, Crémone en Italie, la jeune femme s'est installée il y a 5 ans en Savoie. C'est un travail de patience et de précision. Au calme, dans son atelier de Serrières-en-Chautagne, Océane Mangeot redonne vie à des instruments usés par le temps. Ici, un violon centenaire. Comme la fracture est très ancienne, il manque en fait, il manque du bois, ça se resserre pas très bien, même quand on serre, il y a un jour. Donc il va falloir insérer des petits copeaux de bois tout fins pour récupérer une surface bien lisse et faire des raccords de vernis. Restaurer un violon, c'est donc comprendre l'histoire de l'instrument et de son auteur. Un jeu qui séduit la jeune femme, mais ce qui plaît le plus à Océane, c'est de fabriquer ses propres pièces de A à Z. Partir de rien du tout, de quelques planches, passer du temps à choisir les bois, s'en inspirer, etc. Et à partir de là, créer un son, en fait, petit à petit, façonner chaque pièce et les assembler pour arriver à créer un son. Un savoir-faire millimétré qu'Océane a acquis dans le berceau mondial de la lutherie à Crémone, en Italie. C'est aussi du nord de l'Italie, de Suisse ou du Jura que vient sa matière première, de l'épicéa précieux pour la table d'harmonie. C'est des bois qui sont très luxueux parce que c'est des bois qui sont choisis avec 0 défaut. Il ne doit pas y avoir de résine, il ne doit pas y avoir de nœuds. Les veines, elles doivent être très régulières et très droites. Il lui faut au moins 2 mois pour fabriquer un violon, à condition de s'y consacrer à plein temps. Mais en réalité, son quotidien est entrecoupé de petits travaux d'entretien. Donc c'est celui-là qu'il faudrait remécher. Remécher, ouais, voilà. D'accord. Une activité d'archéterie importante pour Océane, car elle permet de nouer un premier contact avec ses clients, une manière de faire connaître son art, elle qui n'est installée en Savoie que depuis 5 ans. Il y a de beaux graves, et puis il est bien rond, bien équilibré. Denis a saisi l'occasion pour essayer un violoncelle fabriqué par Océane. Le luthier, c'est comme son médecin, on a un luthier traitant un peu. Parce que c'est celui qui connaît votre instrument, il connaît ses défauts, donc il sait ce qu'il va faire dessus, ce qu'il va arranger pour que ça sonne mieux en fait. Des instruments sur mesure qui valent entre 10 et 20 000 euros. Le fruit d'un travail d'orfèvre. En Savoie, 6 luthiers exercent ce métier d'art.
C'est l'une des étoiles montantes du BMX en France. À seulement 16 ans, Romain Nacher possède déjà un palmarès impressionnant. Champion de France et 4e au championnat du monde en 2019, le jeune pilote originaire de Royan n'en finit pas de progresser. Le secret de sa réussite, son envie de s'amuser avant tout. Entre ombre et lumière, à 16 ans, Romain Nacher est l'un des grands espoirs du BMX français. En fait, c'est vraiment un sport où il faut se focaliser sur soi-même, faire son tour le plus parfait à chaque fois, que ce soit de la première, deuxième, troisième manche jusqu'aux phases finales. Et puis la finale, c'est là où il faut tout envoyer et faire le tour, sortir le tour qu'il faut, quoi. Le champion de France 2019 chez les minimes remet son titre en jeu dans un mois. Il est une immense fierté pour le club de Breuillé, à commencer par son ami Yanis qui lui a fait découvrir ce sport il y a 10 ans. Ouais, bah oui, je suis fier pour lui, fier pour le club, ce qu'il amène. Et tout ce qu'il fait pour le club, bah, c'est fort, il va nous représenter au monde et tout ça quand même, aux Europes. Sa technique, ses sauts, enfin oui, c'est... voilà. Tout est pas parfait, hein, presque pas, parce qu'il a encore des progrès à faire, je pense, mais il est vraiment en bonne voie. Romain rate de peu un podium au championnat du monde de Zolder en Belgique, dans le dernier virage de la course. Tellement pressé dans l'action et tout ça que j'ai mis le coup de pédale trop tôt. Et ma pédale est passée au niveau du bas, a touché le virage. J'ai dérapé. Et puis dans la dernière ligne, plus assez de vitesse pour faire mon enchaînement correct. Et puis le 4e, un Français qui était pareil sur les podiums avec moi en Coupe de France, qui m'a doublé en dernière ligne. Les ambitions sont fortes pour le jeune pilote, mais il n'y a pas que ça pour le rendre heureux. C'est avant tout le plaisir et puis s'amuser à chaque entraînement, pas venir à l'entraînement et se dire ah ouais, encore un entraînement. Il faut vraiment venir pour s'amuser. Don't worry. Be Duster. Don't worry, be Duster. Nouveau Dacia Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Pendant les jours plus simples du 16 au 20 septembre, découvrez nouveau Dacia Duster à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois. Don't worry, be Duster. Avoir une consommation plus responsable, pas toujours facile. Pour sa vaisselle, Clara voudrait faire les bons choix sans compromis sur l'efficacité. Sa préférence, les nouvelles tablettes Sun tout en un. Toujours 100% d'efficacité, avec 70% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça change vraiment. Sun, la marque préférée des Français, toujours imbattable sur les tâches coriaces et aux pastilles certifiées écolabel. Vous vous dites sûrement que oui, Visa, c'est juste une entreprise de cartes de paiement. Mais en fait, Visa, c'est un réseau qui nous relie les uns aux autres. Et comme ce petit café vous aide à ouvrir l'œil chaque matin, c'est aussi ce qui aide un petit commerce à s'ouvrir au monde. Et ça permet de nous relier les uns aux autres, partout. Découvrez Visa. Après 50 ans, pour retrouver sa ligne et améliorer sa santé, il y a quand même plus efficace. Metaboslim favorise la dégradation des graisses, contribue à l'équilibre du cholestérol et de la glycémie. Metaboslim, ligne et santé après 50 ans. En pharmacie et sur metaboslim.fr. Et ça fonctionne aussi pour les femmes. Contre les taches tenaces, comme le calcaire, dit le calvaire. La terre, dite la collante. Ou le rouge à lèvres, dit le dandy, choisissez l'imbattable Silite Bang. Une formule biodégradable super performante sur les taches tenaces. Pour tout votre ménage, Silite Bang, efficace sur plus de 40 taches. Et notre ennemi de la graisse incrustée, c'est Silite Bang des graisses sans frotter. Il extermine toutes les graisses sans effort. Formule 2 fois plus efficace. Silite Bang des graisses sans frotter. Qu'est-ce que je changerais dans le monde du travail ? La plus grande barrière contre le chômage, c'est la compétence. Si j'avais un truc à changer dans le monde du travail, c'est remplacer les diplômes par les compétences. Rejoignez les discussions qui comptent sur LinkedIn. Nos vies méritent plus. Moins de vide, plus d'énergie. Moins de barrières, plus de connexions.
Technologie innovante, design affirmé et épuré, disponible en version électrique, essence ou diesel. Nouvelle Opel Mokka, tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, passez à l'électrique avec l'Opel Mokka i à partir de 159 € par mois. Inédit, jeudi sur France 3. Quoi qu'il arrive, j'aurais été un chanteur à la mode. Jean-Jacques Goldman est l'un des artistes les plus secrets. Il se planque, il n'a pas envie qu'on le fasse chier. Des archives rares et des interviews de proches. Discret, humble. Ses disques d'or, il les rangeait dans son placard à balai. Des révélations sur ses blessures familiales les mieux cachées. Il y a l'histoire de Pierre et son frère, et puis il fallait que ça sorte peut-être à un moment ou à un autre. Pierre, c'est un mystère. Un portrait intime, exceptionnel. Je me suis posé la question si ça valait le coup de continuer. Inédit, un jour un destin, éclaire l'énigme Jean-Jacques Goldman, jeudi à 21h05 sur France 3. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, cette nouvelle affaire de cyberharcèlement qui vise les collégiens de 6e avec le hashtag anti-2010. Un réseau social très populaire chez les jeunes a réagi, mais ce soir, les vidéos continuent de circuler. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, appelle à la bienveillance. Le procès des attentats du 13 novembre avec la diffusion d'un document sonore au tout début de l'attaque du Bataclan et le récit d'un enquêteur. Nouveau moment éprouvant pour les victimes à l'issue de cette 8e journée d'audience. Éric Pelletier est en direct avec nous. Dans ce 19-20 aussi, ces images impressionnantes d'un tronçon d'autoroute en Belgique jonché de milliers de tonnes de déchets de gravats. 2 mois après les terribles inondations, le pays est confronté à un immense défi écologique. Nous rejoindrons en direct à Bruxelles Julien Gasparuto. C'est un anniversaire qui ne passe pas inaperçu, les 40 ans du TGV, une vraie révolution. Depuis, les TGV ont transporté quelques 3 milliards de passagers. Emmanuel Macron a présenté tout à l'heure le TGV du futur. Et puis à la veille des Journées du patrimoine, nous partirons sur une minuscule île, l'île d'Or, au large de Saint-Raphaël. Nous vous raconterons l'intrigante histoire de cet îlot rocheux, sans habitants, mais où furent organisées de grandes fêtes. Le gouvernement persiste et signe la réforme de l'assurance chômage qui durcit les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi doit entrer en vigueur à partir du 1er octobre à la suite du recours de plusieurs syndicats. Ce dispositif avait été suspendu par le Conseil d'État. Pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, le contexte est désormais favorable à cette réforme. Chloé Tixier, Marie Justet, Lou Cricorian. Le gouvernement ne veut plus attendre. Il faut appliquer au plus vite l'une des réformes emblématiques du quinquennat, celle de l'assurance chômage. Dès le 1er octobre, le mode de calcul des allocations va changer. 1 150 000 chômeurs pourraient voir leurs indemnités baisser, moins 17% en moyenne. Surtout ceux qui alternent chômage et contrat court. Faute de touristes étrangers, cette dite conférencière touche environ 900 € par mois d'allocation. Après réforme, ce sera bien moins. Quand j'ai contacté Pôle emploi, on m'a expliqué que ce serait presque divisé par 3 en fait. C'est la misère, quoi. C'est plus que la précarité, c'est catastrophique en fait.